cette conclusion, puisque ce cycle, nous l'avions mis en place, Diane, Marine et moi-même, il y a 1 an et demi à peu près. Et ce fut 3 beaux colloques qui, aujourd'hui, je peux le dire, se sont tout à fait bien articulés. Le premier, dédié à la technique, nous avait permis de travailler et d'échanger du point de vue principalement du clinicien et de sa responsabilité dans la conduite de la cure. Nous avions pu parler de la technique psychanalytique dans une perspective historique et de comment notre clinique aujourd'hui s'ancre dans l'héritage freudo-lacanien tout en innovant perpétuellement dans notre modernité, puisque la psychanalyse a à se réinventer sans cesse. Ça, nous l'avons revu aujourd'hui, ça a été très bien dit, notamment par Diane et cet exemple du téléphone. Nous avions pu également parler lors de ce premier colloque de techniques nouvelles, comme la technique de l'écarteur, qui sont théorisées essentiellement par M. Dehamori au RPH et mis en place dans nos consultations. À l'automne dernier, la perspective était davantage du côté du patient ou du psychanalysant, puisque nous parlions des effets de la cure, et ce fut le moyen de témoigner des effets de telles techniques, et de la psychanalyse plus généralement, de sa singularité, et de ce qu'elle a à offrir d'humain, de subjectivité, d'intime dans le dispositif de soins psychiques. Je crois que c'était un beau témoignage de comment nous pouvons compter sur elle pour aider chacun et chacune dans la cité. Et enfin, aujourd'hui, partant de ces 2 constats-là et de la richesse de la technique psychanalytique et de ses effets que cela peut avoir, nous clôturons ce triptyque sur une visée davantage politique qui nous tient également à cœur au RPH, qui est celle d'inclure la psychanalyse dans les débats d'aujourd'hui sur la santé mentale et de proposer, encore et toujours, une autre voie que toutes ces tentatives qui visent à combler, boucher, faire taire le désir inconscient. Il me semble important de garder à l'esprit qu'être psychanalyste n'est ni un titre ni une place, c'est juste une position transférentielle dans laquelle le patient nous place lorsqu'il entre en psychanalyse. Et ainsi, il y aura des psychanalystes et de la psychanalyse tant qu'il y aura des psychanalysants, c'est-à-dire tant qu'il y aura ce courage, ce désir de savoir de quelques-uns qui veulent autre chose pour eux-mêmes qu'une vie de misère, une vie de souffrance. L'avenir de la psychanalyse dépend essentiellement de ces gens-là qui nous rendent visite, et ce désir n'est pas prêt de s'éteindre, surtout si des cliniciens dignement formés sont au rendez-vous pour guider leur cure. Et c'est pourquoi je crois que le cœur de l'affaire aujourd'hui, c'est essentiellement cela, la formation des psychanalystes. Lors d'un déjeuner avec mes collègues il y a quelques semaines, M. Le Gouy avait posé cette question: qui seront les psychanalystes de demain? Et de répondre que du temps de Freud, c'était des médecins, du temps de Lacan, c'était des psychiatres, aujourd'hui, ce sera plutôt des psychologues. Mais cela ne suffit pas. Et Mathieu Julien l'a très bien dit ce matin, et il a l'autorité pour le dire, l'université ne suffit pas. L'avenir de la psychanalyse, ce sont des jeunes comme toi, Mathieu, toi, l'étudiant de psychologie, qui n'a pas froid aux yeux et qui a ce désir décidé. Du bon désir et une formation rigoureuse, voilà les 2 conditions pour prendre soin de la psychanalyse. Je crois que c'est beaucoup ce qui est revenu aujourd'hui, et ce qui me vient, c'est que finalement, c'est pas vraiment l'avenir de la psychanalyse dont il est question, parce que la psychanalyse, ça fonctionne. Je pense qu'on l'a bien montré dans ces 3 colloques. Je pense que c'est plutôt la question de l'avenir des psychanalystes. Voilà. Et ça suppose une formation qui soit très solide, qui s'offre dans les écoles de psychanalyse, et notamment la nôtre au RPH, qui s'appuie chez nous sur 3 fondements: une formation théorique solide, une pratique clinique dès que possible, et une cure psychanalytique sans fin, du moins tant que l'on reçoit des psychanalysants. J'espère que ces colloques ont pu vous témoigner de la rigueur de notre travail, de notre désir, parce que nous faisons cet effort-là d'être amis du divan pour respecter ceux qui nous rendent visite dans nos consultations et leur assurer un travail de qualité. J'espère que ce cycle d'études a pu mettre suffisamment en lumière que psychanalyste et jouissance débridée, ça ne colle pas, que la force de la psychanalyse est qu'elle se fonde sur le désir et le manque qui le soutient, et que celui qui veut assumer cette position de psychanalyste doit avant tout se donner les moyens de régler son désir sur la castration, afin d'arrêter de se saboter, d'être apte à conduire les cures de ceux qui ont un désir décidé de lâcher une souffrance qui pèse trop lourd. M'est venu aussi à l'esprit que le RPH est né de la générosité d'un homme, M. Dehamori, qui a
pu proposer quelque chose aux futures générations. Et c'est vrai qu'on a un peu rigolé par rapport à ce terme de vieux croulant. C'est vrai que c'est pas une question d'âge, mais c'est une question que, effectivement, moi aussi je peux le voir dans d'autres colloques, dans d'autres écoles. Ce qu'il n'y a pas dans les autres écoles, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est offert aux jeunes générations. Voilà, c'est très agréable à entendre, c'est très solide, mais il n'y a pas quelque chose qui est proposé aux jeunes, voilà, aux jeunes qui veulent devenir cliniciens, et je crois que c'est notre force au RPH. Et le RPH est ouvert à ceux qui ont ce désir décidé là. Voilà, je vous remercie à tous.